la faiblesse de Van Gennep, c'était sa méconnaissance des dialectes. Il connaissait peut-être le savoyard, hein, mais en dehors de ça, il ne connaissait pas les autres. Et évidemment, l'information n'est jamais complète, n'est-ce pas? Par contre, la faiblesse de l'école mythologique, c'est de la méconnaissance, alors qu'ils affichent le contraire, réel du celtisme. De Dontanville? De Dontanville, notamment. Mais là, j'avais discuté avec Sergent, qui est loin d'être un idiot. Oui, le Sergent, très bien. Mais à la fois qui disait, la Société de mythologie française, mais l'avantage, c'est l'ouverture, des gens tout simples peuvent... Maintenant, ah oui. Parce qu'elle s'est ouverte, n'est-ce pas, aux études sérieuses de celtisme. Mais avant ça, ce n'était pas le cas. C'était un folklore mythologisé. D'accord. Varagnac était dedans aussi. Un peu partout. Il a publié un petit livre, que sais-je, n'est-ce pas, qui est tout ce qu'il y a de plus réactionnaire possible, n'est-ce pas, en matière de folklore. D'accord. Et je pense Émile Nourri, Pierre de Saint-Yves. Ah, il est intelligent. Il est intelligent. Parce que lui, il était catholique, et c'est pour ça qu'il n'était pas aimé par Van Gennep, qui était protestant. Mais Van Gennep reconnaît qu'il a fait de bonnes choses et des choses intelligentes. Mais il ne connaissait que l'anglais, lui. Il ne connaissait pas l'allemand. Tandis que Van Gennep connaissait suffisamment d'allemand et de néerlandais, n'est-ce pas, pour avoir des notions très différentes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on garde de ces personnes, de ces personnages? Parce qu'Émile Nourri, quand il a écrit Les Saints Successeurs des Dieux, c'était un peu un livre de démonstration et de provocation. C'est un peu ce que l'on répète à satiété chez les journalistes, ce qui n'est pas nécessairement une référence. Parce que les journalistes sont souvent très en retard par la force des choses. Ils ne pourraient pas faire autrement. Bon, alors, d'autre part... Parce qu'on me dit aujourd'hui, le terme de rite de passage est utilisé... Ah, c'est toujours. Y compris en Amérique, ils ont accepté l'idée, et ils l'appellent rites of passage. Ah, en anglais alors, pas en français? Parfois en français, parfois en anglais. Ça se traduit sans difficulté. C'est un peu la plus belle reconnaissance que Van Gennep a reçue de la communauté scientifique, alors de l'acceptation de ces découvertes, de ces... C'est splendide. Mais tout son manuel est basé précisément sur l'étude, en quelque sorte, de passage, n'est-ce pas, chaque fois. C'est pourquoi c'est surtout pas tellement un manuel de folklore complet, puisqu'il n'envisage pas le folklore matériel ou très secondairement, n'est-ce pas? Il envisage surtout des phénomènes spirituels. Et après, donc, c'est Van Gennep, comment les choses ont évolué entre les années 50 et les années... C'est Lévi-Strauss qui est un peu dominé avec sa... Mais il était professeur aux États-Unis, lui. Il a été à Bloomington un an ou deux, et il a été détesté parce que là, la tradition d'études folkloriques, c'était humanities, les humanités. Donc, c'est une vue un peu globale, et il se méfiait fortement des hypothèses et du structuralisme à la Lévi-Strauss. Celui de Dundies, par exemple, est très différent, n'est-ce pas? Celui de Maranda est aussi très différent. Alors, bon, qu'est-ce que vous parliez de Lévi-Strauss aux États-Unis. Lévi-Strauss a alors enseigné surtout à Chicago. Et alors, à Chicago, il a fait une très longue carrière. Mais si vous lisez les ouvrages de Lévi-Strauss, vous constatez qu'il pratique la méthode de reconstruction, qui était la méthode des romanistes pour les chansons. C'est-à-dire, je prends un mythe, quelque part dans une tribu. Je prends un mythe similaire, celui qui a le même sujet, mais qui est traité différemment, chez le voisin, chez un autre voisin, chez un autre voisin, chez un autre voisin. Et puis, je synthétise tout ça, n'est-ce pas, et j'ai le mythe amazonien, par exemple, ou j'ai le mythe ceci, ou j'ai le mythe cela. Ouais. Alors, pour le reste, bon, je crois que c'est un personnage très prétentieux, parce
personnellement, ce n'est pas le genre de... Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, et cependant, quand nous avons fait un congrès, nous avons tenu un congrès européen, et uniquement européen, n'est-ce pas, sur Amour et mariage ici à Liège, n'est-ce pas, et on m'a demandé qui allons-nous choisir comme président. J'ai dit, demandez à Claude Lévi-Strauss, il est l'homme en vue en France pour le moment. Bon, on lui a écrit, il a répondu, lui, ça ne m'intéresse pas, etc. Il n'y a pas de sujet non intéressant, en fait. Il n'y en a pas. Alors, parce que Lévi-Strauss a quand même marqué l'ethnologie française. Est-ce que, à votre avis, c'est une figure qui a peu changé? Parce qu'il est français, mais ils ne l'ont pas beaucoup lu. On n'a pas, il y a peu de ces travaux qui ont été traduits en français ou publiés en français. La plupart ont été publiés en anglais. On est loin d'avoir tout traduit. Oui, parce qu'on a comme ces gros ouvrages. Oui, et puis il a introduit le mot anthropologie, n'est-ce pas? Bon, c'est pour ça qu'en 1970, quand on a fait le congrès à Paris, c'était un congrès d'anthropologie. J'étais 5 fois président de séance, moi, alors vous imaginez. À votre avis, donc, des personnes, comme il est brillant, un esprit brillant, peut totalement influencer toute une génération? En France, on a le culte des grands hommes, n'est-ce pas? Bon, ici, nous sommes un petit peuple. Et comme petit peuple, quand on s'élève suffisamment du point de vue intellectuel pour comprendre par soi-même, on est très individualiste, n'est-ce pas? Eh bien, le grand homme, on les renifle avec plutôt des réticences. Mais donc la France a des grandes régions, enfin qui sont marquées par des... Mais les folkloristes régionaux sont bien plus intéressants. Vous avez Zunelli, par exemple, n'est-ce pas, dans le Languedoc. Vous avez eu Benoît, dans la région d'Arles, que j'ai rencontré. J'ai fait le tour du musée Arlatin avec lui. Bon, j'ai rencontré Joasten, par exemple, est un homme absolument remarquable, n'est-ce pas? Et l'école actuelle de Grenoble est une école de tout premier ordre. En Belgique, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Belge? Bon, il y a des Flamands, il y a des Wallons, et il y a même des Bruxellois qui ne savent pas ce qu'ils sont. Toujours est-il que, n'est-ce pas, les Flamands ont, dès la guerre, hérité de la conception nazie du folklore. Et il y a eu des collaborateurs parmi les folkloristes flamands. Et il n'y a pas eu un seul collaborateur parmi les folkloristes wallons. Et nous sommes toujours restés dans l'orbite française. Or, l'orbite française dominante a été Van Gennep, et puis petit à petit on se détache, et bien entendu dans les universités, on commence à lancer l'anthropologie, n'est-ce pas, ici à Liège, j'ai un professeur d'anthropologie, et on se contente de donner à madame ici un petit rôle d'un professeur de folklore, que l'on renouvellera ou qu'on ne renouvellera pas selon Donc le mot folklore a perdu son prestige alors? Il a perdu son prestige, il n'y a pas l'ombre d'un doute, ne nous faisons pas d'illusions, n'est-ce pas? Et pourtant la matière est bien là, et se recycle, elle évolue. Mais nous avons aussi un point de départ très différent, n'est-ce pas? C'est-à-dire que d'une part, nous avons, comme tout le monde, été enquêtés chez les ruraux, et nous avons éventuellement jeté de temps en temps un regard sur les faubourgs, mais, n'est-ce pas, nous partons de la dialectologie. C'est la découverte de dialectes qui est pour nous le point de départ. Et par conséquent, comme il y a eu francisation de notre pays, n'oubliez pas qu'au XIXe siècle, celui qui parlait français était considéré comme un franc-quillon. C'était un terme déshonorant, n'est-ce pas? Et la bourgeoisie, grande, moyenne ou petite, parlait encore wallon et comprenait le français. Mais le progrès de la francisation a été tel que nous n'envisageons pas d'intérêt à étudier ce qui se dit en français, nous étudions ce qui se dit en dialecte. Ça a été une attitude qui a eu lieu avec Mistral, par exemple, pour la Provence, n'est-ce pas? C'est une attitude qui a eu lieu peut-être ailleurs avec d'autres, n'est-ce pas? Comme Kéra, par exemple, pour le Limousin, etc. Bon. Alors, c'est donc
les évolutions sont forcément différentes. Au pays flamand, quand les nazis sont arrivés, on menait la guerre au dialecte. Chez nous, on menait la guerre pour préserver le dialecte. Le pays flamand et la Wallonie, deux régions limitrophes, ont eu vraiment des réactions opposées. Et eux se sont laissés séduire par... Mais ça finit comment alors? Parce que là, c'est des mots assez durs, donc cette influence, cette fascination des théories nazies pour le folklore. C'est toujours l'Allemagne, c'est toujours la Volkskunde allemande qui est chez eux qui est dominatrice. Oui, mais la Volkskunde a été influencée par le nazisme. Elle a été purgée, mais entre-temps, n'est-ce pas, bon, il reste encore des relents. C'est ainsi que dans le dictionnaire de Beitel, par exemple, eh bien, il y a toujours un item racisme. Ils ne sont pas toujours si dénazifiés qu'on le croit. Mais, là, disons, après les nazis, sont arrivés au pouvoir du point de vue intellectuel, soit des chrétiens, avec Zander par exemple, n'est-ce pas, pour la Rhénanie, ou soit des socialistes qui avaient été élèves du professeur de folklore de Berlin, mais son nom ne me repasse pas par la tête, et qui était nazi, et qui avait nazifié entièrement le folklore. Mais alors aujourd'hui, ce que vous dites, vous êtes le seul à le dire, ou est-ce que d'autres personnes l'expriment aussi? Vous savez, moi... Parce que vous avez du recul aussi, vous avez connu cette période. Il n'y a personne qui discute ici de toutes ces idées-là. Je suis le seul à en avoir. Mademoiselle, de temps en temps, quand elle vient, mademoiselle, je dis parce qu'elle a appris avec moi le folklore. Bon, eh bien, comment vais-je dire, vient de temps en temps, on discute un peu, mais il y a aussi un historien qui vient une fois par mois, Collignon, mais Collignon est historien et j'ai beau faire, le folklore ne lui entre pas dans la tête. Il ne pense pas folkloriquement. Il y a une façon de voir, d'apercevoir, n'est-ce pas, la matière et les questions. D'accord, parce que je remarquais qu'en France, comme dans tous les pays, l'extrême droite est toujours fascinée par les mythes, une sorte de mythes de fondation, souvent qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont glorifiants, et toujours une volonté de vouloir les remettre au goût du jour, comme Jeanne d'Arc en faire un mythe, alors que c'est un aspect historique qui appartient presque à l'histoire de France et à l'histoire religieuse aussi, et là d'en vouloir en faire un mythe nationaliste, c'est une dérive. Alors pour vous, la Volkskunde est restée dans ces optiques-là de conserver ces mythes nationalistes. Mais alors, l'autre relève n'a pas été que chrétienne avec Zander et d'autres, n'est-ce pas? Elle a été socialiste avec Ulrich, ou avec l'école, comment dire, de Tübingen, n'est-ce pas, etc. Bon, bien, ces gens-là, alors, ont pris le dessus, mais il leur reste éventuellement des traces de l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est un vieil enseignement, n'est-ce pas, celui du folklore, de la Volkskunde, en Allemagne et en Autriche. Tandis que chez nous, c'est un enseignement très récent. Et en France, c'est un enseignement à peu près aussi récent que nous. On confiait au musée. Ici à Liège, n'est-ce pas, le musée de la vie wallonne, c'est d'abord appelé le musée des Virahis, le musée des vieux déchets. C'est dans cet esprit-là qu'on faisait du folklore. Et il a fallu une réaction puissante de la part de quelques historiens, de la part de quelques préhistoriens, de la part surtout de dialectologues, pour dire ce n'est pas vrai, il y a un trésor, n'est-ce pas, dans la mémoire populaire, dans le peuple. Alors, nous en sommes... Nous n'avons pas tellement évolué, n'est-ce pas, nous, Donc, comme vous êtes... Nous recevons nos idées d'ailleurs. Nous sommes en Belgique, un pays éminemment européen, au centre. Là, j'avais été en Finlande, les Finlandais, avec le Kalevala, on en fait un peu cette tradition populaire, orale, on en fait un peu le mythe de fondation. Et on me dit souvent, les Finlandais se disent, oui, nos origines sont paysannes, un peu à travers cette reconstruction. Évidemment, qu'est-ce qu'ils avaient comme ville? Ils en avaient deux. Oui, mais des fois, après, on en fait comme une sorte de... Un peu comme en France, il y a d'autres mythes, évidemment. On se base dessus pour expliquer le présent. Je suis là, bon, c'est pas historique, c'est une reconstruction presque... c'est poétique, n'est-ce pas? C'est de la poésie. Alors, comment vous voyez... J'ai le Kalevala ici, vous l'avez vu? C'est de la poésie. Alors,
avant de trouver du vrai folklore là-dedans. Parce que là, je vois en Grande-Bretagne, il y a les mouvements de la Wicca, ces mouvements ésotériques qui prônent un paganisme qui sont assez développés, comme le druidisme. Alors ici, donc, on a les différentes régions d'Europe ont eu une utilisation, une exploitation du folklore très différente. Chacun prend un peu ce qui l'intéresse. C'est normal. Quand, n'est-ce pas, à un moment donné, on a commencé à découvrir que nous avions une cuisine en Wallonie. Bien entendu, c'est une cuisine par rapport à la cuisine française. Bon. Mais les paysans ne mangeaient pas comme les gens de ville, et ils avaient une cuisine plus traditionnelle. Bon. J'ai été appelé par encore une création ministérielle là-bas à Bruxelles, n'est-ce pas, à faire une conférence à l'hôtel de ville de Namur, sur précisément qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver la gastronomie. Voilà. Alors que, disons, le terme était peut-être mal choisi, mais c'était ma faute. Parce qu'à Marche en Famenne, j'avais dirigé pendant 10 ans au moins, n'est-ce pas, des colloques de 2 jours sur des problèmes, n'est-ce pas, de folklore musical, folklore chorégraphique, folklore, notamment gastronomique. Eh bien, on appelle gastronomie en Wallonie tout et n'importe quoi. Vous faites des boulettes de viande, vous les cuisez avec une sauce lapin et vous appelez ça de la gastronomie ici. C'est de la foutaise, n'est-ce pas, bien entendu. Bon, j'étais allé et j'avais dit, d'abord, la première chose, ce serait de faire des enquêtes. Et ça a été entendu en Namur, parce que la radio de Namur a fait des enquêtes, n'est-ce pas, directes, par des appels à la radio, sur la cuisine des gens, tout simplement. Et ce sont 2 volumes, je les ai ici, et il y a des recettes vraiment intéressantes. Mais, évidemment, les recettes de cuisine, vous savez, c'est un peu comme les comptines enfantines. Chaque enfant le prononce à sa façon. La comptine et les cuisines, et les recettes de cuisine, elles sont différentes d'une cuisinière à l'autre, est-ce qu'il a manqué d'une ménagère à l'autre. Est-ce qu'il a manqué de grands cuisiniers pour exploiter cette cuisine rustique, pour en faire... Pensez-vous, il y a des écoles de gastronomie, n'est-ce pas? Comme l'hôtelier. Il y en a à Liège, il y en a à Namur, il y en a à Spa, il y en a à Charleroi, il y en a partout. Alors, partout, bon. Un des premiers a été un gars qui s'est installé là-bas, plus loin que Spa, à la frontière à la frontière de la région malmédienne. Je ne sais pas si c'est pas de Rouault ou un nom du genre là. Bon, eh bien, il avait appris ça à son école. J'ai maintenant, depuis des années, peut-être 10 ans, le recueil publié par l'école de gastronomie de Namur. Oui, c'est de Douer, Robert de Douer. C'est ça, de Douer, vous avez raison. Bon, et voilà. Tandis que moi, je préconisais d'abord que l'on fasse une enquête sérieuse et que l'on s'en tienne à la vraie tradition. Mais j'avais été appelé à l'occasion de ce colloque, n'est-ce pas, tenu à Marche en Famenne, j'avais été appelé à parler devant celui qui était le ministre de la Culture à l'époque, qui s'appelait Hanin, et qui était bourgmestre de Marche en Famenne, à décrire ce qu'ils avaient inventé avant que nous fassions cette journée d'études. C'est-à-dire le matoufet. Et j'ai bien montré que le matoufet, ça existe en France aussi, ça s'appelle matefin. Mais ça, c'est une question philologique. Ça n'a rien à voir avec maté ni la fin, n'est-ce pas? Le matoufet, c'est autre chose, c'est un mélange. Bon, c'est-à-dire, c'est un produit compact. C'est ça. Ça vient du latin, matus. Bon, toujours est-il qu'ils avaient commencé à tricher. Ils ont industrialisé en vendant leur matoufet, n'est-ce pas, en boîte, je ne sais trop comment, moi, toujours est-il. Alors, ils m'ont demandé, voulez-vous devenir notre président? J'ai dit non, je le connaissais trop bien, c'était les gens de Marche qui fonçaient, n'est-ce pas, non. J'ai vu, on a présenté le fromage de Herve. Bon, j'ai fait l'historique du fromage de Herve. Et ça existe en Allemagne, mais c'est un transport
du pays de Herve en Bavière. Hein? Bon. Eh bien, on n'en vend plus maintenant du bon, n'est-ce pas? C'est une cochonnerie qu'on vend, hein, qui est produite industriellement, et ça n'a plus aucun goût ni aucun sens. Hein? Bon. J'avais le cas, j'étais à Nivelles, où il y a la tarte d'Aljotte, il y a une confrérie qui, bon, d'après un ami qui dit il y a des dérives, il voulait en faire presque un aspect culturel, il dit bah, c'est qu'un plat... Non, c'est entre les mains, n'est-ce pas, de l'association des commerçants. Ils décernent des prix entre eux, bien entendu. C'est pas plus chinois que ça. Hein? Et ainsi de suite. Alors moi, je suis contre tout ça. Je suis contre tout ça. Par contre, on peut donner une dimension profonde, après avoir fait l'enquête, qui forcément se situe à une époque et à un niveau. Si vous faites l'enquête plus profonde, vous pouvez la faire que par des moyens, disons, plus ou moins secondaires. Les moyens primaires sont les quelques livres de recettes qui existent, dont un a été publié, celui d'un personnage appelé Casto, je crois, quelque chose comme ça, par quelqu'un de la RTB. Bon, je l'ai, toujours été, mais il y en a d'autres. Et il y a des livres de ce genre-là, non seulement en France, mais il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a chez les Flamands, et ainsi de suite. Bon. Alors, finalement, grâce à la philologie, les mots qui ont été employés avec un tout petit peu de sens de la cuisine, n'est-ce pas? Il y a toute une terminologie dans toutes les langues qu'il faut dominer, comme pour un métier, n'importe quel. Eh bien, à ce moment-là, vous parvenez à donner une profondeur à ce que vous avez obtenu par enquête. Bon, alors... Si la philologie vous aide à aller jusque chez les latins, pourquoi pas? Car on a un livre de cuisine, n'est-ce pas, des latins, de Apicius. Je prononce toujours à la française. Je ne dis pas Apicius, ou Apicius, comme disent les curés. Pour moi, c'est Apicius. Bon, toujours est-il. Donc, il y a moyen d'aller plus loin. Mais il faut des formations pour ça. Vous ne pouvez pas uniquement par des, je sais pas, des cours de communication pour certains aspects, par des cours, que sais-je moi, de cuisine, pour d'autres aspects, par des cours de musicologie, pour d'autres aspects. Vous ne pouvez pas atteindre tous les problèmes. Vous ne pouvez pas donner cette dimension profonde. La musicologie a évidemment une documentation à la disposition beaucoup plus riche, mais elle n'est pas nécessairement chez nous. Il faut bien dire que, nous sommes assez pauvres finalement en musicologie, et moi je fais partie de la Société de musicologie de Liège, mais on ne produit jamais que des études sur des anciens compositeurs liégeois. Il n'y a que ça qui intéresse. C'est un manque d'envergure, n'est-ce pas? Il est évident qu'il faut voir plus loin et plus profond. Alors, pour venir à une de mes dernières questions, quel conseil donnez-vous aux jeunes folkloristes? Quelle formation doit-il suivre? Comment doit-il commencer ses enquêtes? Quel outil doit-il prendre? Mais écoutez, le conseil que je donnerais serait, n'est-ce pas, que dans le système américain que l'on vient de reprendre, que l'on appelle maintenant le système de Bologne, avec les crédits, etc., il faut qu'il y ait d'abord au sein de l'université une section qui prépare les futurs folkloristes à un métier, bien entendu. D'abord celui de diriger les musées de folklore et d'ethnographie de chez nous, et d'ailleurs éventuellement, et d'autre part, n'est-ce pas, qu'ils se préparent par le choix même des cours qu'ils suivront. Très peu de cours obligatoires. Un au moins est obligatoire, c'est la connaissance d'une langue étrangère. Et pour ce qui concerne le folklore, ça doit être ou l'anglais, ou l'allemand, ou une langue slave. N'allons pas encore jusqu'en Chine. Attendons dans 2 ou 3 générations, il faudra qu'on sache le chinois, mais pas maintenant. N'est-ce pas? Bon. Alors, on peut avoir d'abord comme base, n'est-ce pas, dans la partie, comment vais-je dire, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, mais qui était notre candidature, on peut être germaniste, on peut être romaniste, on peut être classique, on peut être n'importe quoi, n'est-ce pas? Bon. Et alors,
formés là, et puis des stages longs, non seulement dans les musées, mais auprès des chercheurs. C'est une idiotie de ne pas donner à des chercheurs, surtout dans un pays aussi individualiste que la Wallonie, de ne pas donner éventuellement, même s'ils ne sont pas membres de l'université ou enseignants à l'université, n'est-ce pas, de ne pas leur donner une aide, n'est-ce pas, pas sous forme précisément, dans la mesure où ils sont eux-mêmes déjà qualifiés quelque part par la commission de... Une forme de stage, Mais de stage professionnel en définitive. Oui, parce que vous-même, vous n'avez jamais vécu de cette passion. J'ai une des personnes qui travaille un peu sous ma direction ici, et qui est une flamande d'ailleurs, et qui a fait la germanique du côté flamand, n'est-ce pas, mais 2 langues, tandis que moi j'en connais 3. Elle ne sait pas lire l'allemand, par exemple, en gothique. Moi j'ai encore appris à lire en gothique. Je peux lire l'ancien flamand, je ne sais pas lire l'ancien flamand, etc. Bon, eh bien, elle m'a dit un jour, vous avez fait votre université par vous-même, mais par des lectures, par des méditations, par des... en allant à des congrès, n'est-ce pas. J'ai toujours eu le sens de la qualité. J'ai senti que certains avaient des qualités et que ça valait la peine, n'est-ce pas, de les fréquenter. Et j'ai senti aussi que d'autres ne valaient rien. C'était des motifs, on perd son temps. Et comment peut-on décrire ça intellectuellement? Le feeling, ça, mystérieux boule de gomme. Parce que vous avez cité Guyon Var et Leroux, qui sont des rares à avoir traduit, enfin, pour Guyon Var, traduit le texte irlandais et travaillé dessus. Vous savez, Poirot, qui était tout de même le grand connaisseur de la chanson. J'ai travaillé 10 jours chez Poirot. Il avait une bibliothèque de 20 000 livres concernant le folklore français, folklore chanté, musical. Tous reliés avec de belles dorures, etc. C'était splendide. Et il avait son fauteuil comment tournant, etc. Et je pouvais travailler avec cette fiche. Et madame était venue exprès du Poitou, il était poitevin, et ils avaient un appartement à Port-Royal. Et comment vais-je dire, elle copiait pour moi ce que je lui indiquais, etc. C'est comme ça que j'ai une documentation que nul autre n'a ici, n'est-ce pas, en Wallonie. Même madame qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup recueilli, mais qui a une documentation plus récente d'une part, et qui n'a pas nécessairement eu la chance, comme moi, de fréquenter ces géants de la pensée, n'est-ce pas. Eh bien, il se fait que j'ai appris tant de choses. J'ai appris tant de choses. Et Poirot avait publié son livre de synthèse en 1942. Et il y a eu un seul exemplaire qui s'est vendu à Liège, et c'est moi qui l'ai acheté. Il était à la vitrine. Vous savez, Coussey, qui vient de publier maintenant, n'est-ce pas, encore un volume sur le Hainaut. Français et belge. Les 2 Hainauts. Eh bien, Coussey n'a trouvé absolument aucun client, à part moi, pour acheter son livre. Or, son livre est bien fait. C'est un livre purement descriptif, vous n'avez pas ces fantaisies mythologiques, c'est autre chose. Bon. Et il a dû faire appel à moi pour une certaine région de son Hainaut, ou en tout cas du département du Nord. Il n'avait personne pour parler des Madones, n'est-ce pas, de l'Avesnois. Mais moi, j'ai pu faire l'article et j'ai montré les interférences. Les Français ont reçu de Wallonie, et parfois même un peu de France, de Flandre, comme Halle, par exemple, au Montaigu, n'est-ce pas? Bon. Mais d'autre part, nous avons reçu et c'est comme ça que j'ai publié cet article sur le pays viennois, le pays avesnois, toujours des Madones. Enfin. D'accord. Pour revenir à cette formation des jeunes universitaires, on a parlé des langues. Alors, est-ce que la linguistique est importante? Quelle autre matière vous... Mais oui, mais ça pourrait être de la technologie. Pourquoi pas? Il faut admettre, n'est-ce pas, que quelqu'un qui va apprendre un métier,
Et encore une fois, ça peut s'apprendre par apprentissage et ça peut s'apprendre dans une école. Éventuellement, ça peut s'apprendre en cumulant les deux, n'est-ce pas? Et nous avons d'excellentes écoles techniques dans lesquelles on enseigne des tas de métiers. Il n'y a pas de raison pour que quelqu'un qui voudrait se mettre à l'étude plus particulière, tenez, c'est une histoire de débardage, là. Eh bien, je vois très bien qu'à l'université, quelqu'un vienne à s'intéresser à la culture, à l'élevage, n'est-ce pas, à la laiterie, que sais-je moi. Mais il devra donner de la profondeur. Il y a toujours des traditions, il y en a encore maintenant, n'est-ce pas? Ne faisons pas d'illusions. Justement, comment dire, on parlait, il y a, Madame Lamproie évoquait justement les grands mouvements au début du XXe siècle, on était uniquement sur l'écrit, un peu Fraser dominait, après on est vraiment aussi, l'enquête commence à vraiment se démocratiser, où il faut enquêter, et après l'anthropologie c'est l'enquête de terrain, parce que si la formation est universitaire, l'université lui dit allez sur le terrain, parce que l'université ne peut pas interroger en interne. Non, bien sûr, c'est pas possible. Et alors, comment maintenant vous voyez aussi les Fraser est complètement dépassé aujourd'hui. Il n'est plus qu'un recueil de documents qu'on a plus facile de trouver chez lui que de chercher dans les bibliothèques pour les originaux, car il fait des références tout à fait honnêtes, n'est-ce pas? Bon, il avait épousé une Française, entre parenthèses. Ah d'accord. Parce que Guénebet me disait, il écrivait en latin, il était quand même très intelligent, et à la fois il était bloqué par rapport à son époque, par rapport Qui ça? Fraser. Il connaissait le latin, il était classique. Oui. C'était un classique de formation. Il connaissait le latin et le grec. Non, il n'était pas gêné par le latin et le grec. Justement, il était intelligent et à la fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il était riche. Ça compte beaucoup. Ça n'a l'air de rien. Il était riche. Non, il était franc-maçon. Mais pourquoi ça influence? Varagnac, franc-maçon. N'est-ce pas? Oui. Que sais-je, moi? Les francs-maçons prennent des théories humanistes, donc on peut juste... Enfin, c'est prôné, mais bon... C'est pas si simple. Hein? C'est pas si simple. Mais pour revenir, là, aujourd'hui, là, on voit... il y a eu Binche a été reconnu, patrimoine. La Belgique a un folklore très riche. Alors, comment vous voyez, vous, cette évolution entre cette volonté de réexploiter touristiquement ce patrimoine-là? C'est inévitable. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous avez connu les années 50, c'était inexistant, les gens fuyaient. Par exemple, moi je suis hostile, n'est-ce pas, à la multiplication des musées. J'estime qu'un pays de la dimension qui est la nôtre, pensez que la plus grande ferme, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite est plus grande que la Belgique. Elle a 35 000 km, n'est-ce pas, d'étendue. Alors que nous c'est 30 500 km pour toute la Belgique. Bon. Alors, ces gens, ils ne savent pas quoi faire avec l'argent qu'ils gagnent tellement ils gagnent de l'argent. Ils vont se répandre partout, ils vont vouloir tout voir. Les Chinois, quand ils ont déjà une haute bourgeoisie qui veut aller voir un peu partout ce qui se passe. Les hindous sont en train de suivre aussi. Bon, etc. Vous ne sauriez rien faire contre le fait, n'est-ce pas, sociologique de l'existence du tourisme. Seulement, si nous étions plus forts en tant que folkloristes, nous pourrions, dans bien des cas, intervenir pour dire « ça, c'est du chiquet ». Et pour instruire... Un exemple concret, là, sur quelque chose qui se passe... Pour instruire la presse, par exemple, sur toutes les foutaises, n'est-ce pas, qu'elle répand. Et pour, à côté de la radio et de la télévision, servir, n'est-ce pas, de mentor. Citez deux exemples totalement opposés d'une tradition qui, pour vous, qui vous semble bien évoluer, toujours, en restant dans une sorte de sincérité, et une autre... Oui, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter, n'est-ce pas? Bon, on a des danses ici. Certaines, n'est-ce pas, peuvent remonter éventuellement jusqu'au Moyen-Âge. On ne danse plus. Le cramignon ne se danse plus. Et le cramignon, c'est évidemment la carole, n'est-ce pas, du Moyen-Âge. En fait, c'est là. Oui. Mais d'autres remontent. Et là, on peut suivre, n'est-ce pas, on a une documentation internationale, en tout cas, et la danse a toujours été internationale, donc par conséquent, on peut suivre assez facilement l'évolution de la danse. Bon. Mais
vous en avez d'autres. Et les danses d'aujourd'hui que l'on magnifie, ça c'est un folklore antique, riche, n'est-ce pas, etc. C'est la Scottish, c'est le rigodon. Rigodon c'est 18e siècle, n'est-ce pas, Scottish, c'est 19e. C'est la polka, 19e, etc. Ou bien c'est, comment vais-je dire, avec ces 5 figures là. Les contredanses. Ah, oui, ben il y a... il y a le lancier. Le lancier, oui, c'est enfin, ça, le lancier. Bon, le document le plus ancien que l'on ait pour le lancier est de 1815. Alors, vous voyez, bon, il y a des tas... S'il y avait réellement une fonction de folkloriste dans la société, on ne laisserait pas ces groupes colporter, n'est-ce pas, les idioties qu'ils colportent sur leur danse. Mais d'autre part, on ne peut pas nier l'intérêt qu'il y ait encore des groupes pour danser d'une façon honnête, alors, telle et telle danse, y compris celle du 19e, après tout le 19e, ce sera bientôt 2 siècles. Bon, eh bien, parce que il y a une mise en scène indispensable dans le cadre de la vogue folklorique, n'est-ce pas, et de la diffusion folklorique, des danses intéressantes, etc. Mais on peut le faire intelligemment. On peut le faire comme on nous présente éventuellement telle danse des Indes, n'est-ce pas, ou telle danse du Tibet, etc., en nous expliquant en même temps. Et là, il faut que les gens aient été formés à cela. Bon, alors, la gastronomie, c'est un peu la même chose. C'est entendu. On recueille, n'est-ce pas, pas mal de recettes, etc. Il faut forcément une certaine codification. Vous ne pouvez pas rêver de faire dans une cocotte en fonte, n'est-ce pas, alors qu'aujourd'hui, votre foyer est électrique. Et parce que si vous le faisiez encore avec les cocottes, vous devriez le faire payer à des prix que les gens ne sont pas disposés à payer. Il y en a peut-être qui ont l'argent pour le faire, ne serait-ce qu'à Gerpine d'ailleurs, on a un milliardaire, mais d'autre part, n'est-ce pas, il faut bien dire que, en général, on préfère manger à des prix dits raisonnables. La raison étant une chose... Donc il y a une normalisation, en fin de compte, qu'on veut... Il y a une certaine normalisation qui est indispensable. Et puis, vous allez prendre la recette d'Henriette, elle ne me plairait pas. Bon, vous retombez sur la recette, n'est-ce pas, de Léocadie, bon, elle est meilleure, etc. Mais pour revenir à ce phénomène de recyclage et d'exploitation, j'ai l'impression que les politiques, souvent, usent et abusent de cette valorisation folklorique à des fins purement démagogiques. Démagogique, je n'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est que, d'une façon ou d'une autre, ça remplit les poches de quelqu'un, et de plusieurs. Bon, les politiciens, étant toujours prêts à grappiller où il y a de l'argent, sont évidemment à la queue, n'est-ce pas, pour éventuellement aider. Et tout ça est devenu... Vous ne pouvez pas nier l'existence des groupes de pression aujourd'hui, pour tout et n'importe quoi. Donc si vous ne devenez pas, vous autres folkloristes, et moi y compris, un groupe de pression suffisamment fort dans un rapport de force, n'est-ce pas, pour imposer au moins un contrôle qui inspire confiance, laissez faire les politiciens, laissez faire les journalistes, laissez faire, n'est-ce pas, tous les bousilleurs du monde, il n'y a pas de raison pour que ça change. Est-ce que comme ça, le folkloriste ou l'observateur, en fin de compte, il reste indépendant, en fin de compte, il a sa liberté, le fait de... Jusqu'ici, mais là, il peut, comme ailleurs, devenir un groupe de... S'il y a un cours, n'est-ce pas, s'il y a des cours donnés, s'il y a une fonction, n'est-ce pas, attribuée, s'il y a une sorte de transformation en métier, n'est-ce pas, il est évident qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez devenir un groupe de pression et avoir une influence. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas résumer l'ignorance est le pire des mots, et en folklore plus qu'ailleurs peut-être? L'ignorance est notre nourricière. Si, n'est-ce pas, les gens qui nous livrent des chansons, des recettes, etc., avaient été tous des savants, nous ne les aurions pas. Nous aurions des faits de civilisation et une toute autre science. Bon,
Donc, en réalité, c'est souvent de l'ignorance que naît la transformation de tel modèle initial, que naît l'évolution, encore un terme discutable aussi, mais enfin, que naissent les changements, etc. Et vous n'en sortirez pas. Il y aura toujours des sous-doués, à peu près doués, de doués, de surdoués dans la flopée, n'est-ce pas, des enfants qui viennent au monde, et sans compter les estropiés et les autres. Le chercheur, justement, il est observateur de cette évolution, de ces changements, de cette tradition. Voyez-vous, jusqu'ici, nous avions des bourgeois qui observaient une évolution qui leur plaisait. Ce que moi je revendique, c'est que l'on observe les faits tels qu'ils sont. Vous savez, M. Legros, qui était un grand savant comme dialectologue, et qui s'est frotté au folklore parfois intelligemment. Bon, bien, M. Legros a voulu un jour pondre quelque chose sur une formulette en wallon de chez nous, qui n'est pas nécessairement toujours sous forme particulièrement vertueuse. L'estus in fei koufi koufou qui soufflait sous Bamoku. Il était une fois koufi koufou qui soufflait au cul de sa mère. Bon, évidemment, c'est pas de la haute poésie, et il y aura encore après. Il a découvert que ça pouvait servir d'introduction à certaines récitations de contes. Parfait, ça c'est savant et c'est très bien. Mais il avait, et il avoue, ce qui est très honnête, il avoue, n'est-ce pas, qu'il a négligé une large portion de la documentation qui est obscène ou qui est, comment vais-je dire, qui est sale, enfin. Scatologique. Scatologique. Enfin, scatologique, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Au sens. Merci. Alors, moi j'ai repris le problème et j'ai étudié, parce que je ne fais aucun préjugé à l'égard de la scatologie ou à l'égard, n'est-ce pas, de, que sais-je pas, du sexisme, etc. Tout ça, ça existe. Et j'ai repris le problème. Et j'ai découvert d'où ça vient, cette formule-là. C'est, n'est-ce pas, un arrière-fait, si vous voulez, pour parler en termes, puisque nous sommes dans la Genèse, un arrière-fait des chansons de gestes, où il était question de Roland. Et c'est un sujet que j'ai trouvé dans un recueil, n'est-ce pas, espagnol. Et il y avait un intermédiaire entre l'espagnol et nous autres, le folklore, n'est-ce pas, qui était situé dans les environs de Tournai. Alors, ça change la donne. Ça change la donne. Encore une fois, il faut la profondeur au sujet. Donc, il ne s'agit pas de former des futurs folkloristes aptes, n'est-ce pas, à noter. Il faut aussi apte à apercevoir des problèmes et à alors traiter la dimension profonde. Et pour cela, il faut des moyens intellectuels et aussi des moyens, n'est-ce pas, livresques ou des moyens enfin, bibliothéconomiques.